Merci Laurent, bonjour à tous et merci encore de cette invitation ici à Créteil. D'abord, je voudrais remercier tous les investigateurs de l'essai Eolia. Eolia, ça a duré plus de 5 ans en termes de randomisation. Et j'avais écrit le premier draft du protocole il y a presque 10 ans maintenant. Donc la recherche clinique, c'est long et difficile, mais c'est aussi valorisant. Donc il faut vraiment s'accrocher. Donc le papier, comme vous le savez, a été publié dans le New England il y a quelques mois maintenant. Alors, pourquoi on avait fait cet essai? Il y a eu donc dans les disons 10-15 dernières années pas mal d'évolutions technologiques des machines qui sont devenues beaucoup plus biocompatibles, beaucoup plus sécurisées. Et puis en 2009, il y a eu donc la publication de l'essai César et de résultats encourageants de séries de grippe A H1N1. Donc c'est ce qui a entraîné ce qu'on a appelé le renouveau de l'ECMO véno-veineuse dans le SDRA. Même si en particulier l'essai César avait été énormément critiqué pour des problèmes méthodologiques importants, en particulier tous les malades du bras interventionnel n'ont pas reçu l'ECMO, il n'y avait pas de protocolisation de la ventilation dans le bras contrôle. C'est pour ça qu'on avait dessiné donc cet essai Eolia, comparant deux stratégies, une stratégie d'initiation très précoce de l'ECMO véno-veineuse, donc chez les patients extrêmement sévères, et avec un groupe contrôle où il y aurait une protocolisation très rigoureuse de la ventilation mécanique. Donc c'était un essai multicentrique international avec un dessin séquentiel. Les patients étaient randomisés donc avec une stratification sur le centre et la durée de ventilation, et il y avait un réseau de soins qui avait été créé avec des centres dans lesquels il était possible de mettre en place l'ECMO et des centres non ECMO où il était possible de randomiser les patients à condition de s'assurer que l'unité mobile capable de mettre en place le dispositif était disponible pour mettre en place la machine dans les 2 heures qui suivaient la randomisation. Les patients ont été inclus selon 3 critères de sévérité, un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 50 pendant plus de 3 heures, malgré le recours possible au NO, aux manœuvres de recrutement, au DV, éventuellement à l'HFO quand on a dessiné l'étude initialement. Le deuxième critère était très proche, sauf que cette fois c'était inférieur à 80 mm de mercure pendant plus de 6 heures. Et le troisième critère était un critère d'acidémie respiratoire avec un pH inférieur à 7,25 et une PSO2 supérieure à 60 pendant plus de 6 heures. Pas simplement une acidémie respiratoire, cette acidémie résultant d'un patient dont la compliance pulmonaire était effondrée, nécessitant une réduction du volume courant pour garder les pressions de plateau dans un range raisonnable, inférieur à 32, et ce malgré également un réglage de la fréquence respiratoire à 35 par minute. Pas mal de critères d'exclusion, en particulier les instants respiratoires chroniques, les patients ventilés pendant plus de 7 jours au moment de l'inclusion. Donc Eolia s'est concentré sur les malades intubés depuis moins de 7 jours au moment de la randomisation. Les patients, une fois randomisés, étaient soit dans le groupe ECMO, où il y avait mise en place de canules par voie percutanée. On avait défini un protocole d'anticoagulation extrêmement léger, avec une cible de TCA à 1,2, 1,3 fois le témoin. Et les patients étaient ventilés soit en volume assisté contrôlé, soit en pression contrôlée, c'est le mode APRV qui a été utilisé le plus souvent, avec des réglages de ventilateurs dits ultra protecteurs, visant donc une PEP élevée au-dessus de 10 et une limitation de la pression de plateau en dessous de 24 cm d'eau. Dans le groupe contrôle, on a appliqué la stratégie express bras recrutement maximum avec une PEP qui était réglée pour atteindre une pression de plateau entre 28 et 30 cm d'eau. Il y avait également pour ce bras contrôle des recommandations très fortes pour l'utilisation du DV et des curares. Et en cas d'hypoxémie, il était possible d'appliquer des manœuvres de recrutement ou d'initier du NO inhalé ou des prostacyclines. C'est donc le dispositif Maquet, CardioHelp, et les canules, la Maquet, qui ont été utilisés pour ce protocole. C'est un partenariat entre un PHRC et donc cet industriel. Initialement, il n'y avait pas de possibilité d'ECMO de sauvetage, mais après la publication des résultats de César et des séries H1N1, il n'était plus éthiquement possible de dessiner un essai sans avoir une option d'ECMO de sauvetage dans le bras contrôle. Elle avait été définie de manière extrêmement stricte pour des patients avec une saturation en oxygène inférieure à 80% pendant plus de 6 heures, malgré le recours obligatoire au DV, aux manœuvres de recrutement et au NO.
Sur le plan statistique, on avait fait l'hypothèse initiale d'une mortalité dans le bras contrôle à 60%, une réduction absolue de 20%, donc jusqu'à 40% dans le bras ECMO, avec donc cette analyse séquentielle répétée toutes les 60 inclusions et un test triangulaire pour décider de la poursuite ou de l'arrêt du traitement. Donc, comme vous le savez, l'essai a été arrêté par le DSMB au terme de la 4e analyse intérimaire à 240 malades en avril 2017, puisque donc ce point-là est sorti, ce qu'on appelle l'arbre de Noël. Là, on peut sortir au-dessus pour efficacité ou en dessous pour futilité ou l'absence de probabilité de montrer la différence qui avait été initialement postulée quand on a dessiné l'étude, donc cette différence de 20% absolue de mortalité entre les deux bras. 249 patients ont été randomisés, 124 dans le bras ECMO. Il y en a 3 qui ont pas reçu l'ECMO dans ce bras-là, 2 qui sont décédés immédiatement après la randomisation, qui n'ont pas eu le temps de recevoir la technique, et un qui s'est amélioré, qui ne l'a pas reçu non plus, et 125 qui ont bénéficié d'une ventilation conventionnelle, avec 35 de ces patients qui ont eu une ECMO de sauvetage, et on rediscutera ensemble dans quelques minutes de ces patients-là. Les caractéristiques des patients à la randomisation étaient similaires pour les deux bras. C'était des patients avec des signes de sévérité importants, un SOFA qui était autour de 11, des patients qui ont été randomisés très précocement après l'intubation, 34 heures en moyenne. C'était essentiellement des pneumonies, bactériennes pour l'essentiel, et un rapport PO2 sur FiO2 est extrêmement bas. C'est probablement les seuls à date d'aujourd'hui sur le SDRA, l'essai randomisé, où le rapport PF était le plus bas, 72-73 entre les deux groupes. La PEP était à 12, le volume courant était à 6, c'est pas différent entre les deux bras, la fréquence respiratoire à 30, pression de plateau autour de 30, la driving pressure était autour de 18 dans les deux groupes et une compliance également fortement AVC. Et de manière importante, 60% des patients avaient été mis en DV au moment de la randomisation, encore une fois 34 heures après l'intubation. Ceux qui n'avaient pas été mis en DV avaient été randomisés encore plus précocement, disons dans les 18-20 heures après la randomisation, étaient probablement un peu plus graves. Quasiment tous les patients ont été régularisés au moment de la randomisation. L'ECMO a permis d'appliquer donc cette stratégie de ventilation ultraprotectrice. En rouge, les patients ECMO, ça a permis de baisser drastiquement le volume courant, 6 à 3 à peu près. De même, la pression de plateau, la PEP était à peu près comparable entre les deux bras. Et la driving pressure, donc la pression de plateau moins la PEP, a été aussi significativement réduite, à peu près autour de 13 dans le bras ECMO. L'ECMO, c'est un poumon artificiel qui a permis de contrôler également la PCO2 et d'augmenter la saturation en oxygène. Donc vous voyez ici, il y a une diminution rapide aussi de la PCO2, le pH qui remonte beaucoup plus rapidement que dans le bras contrôle, et la saturation en oxygène était plus élevée également dans le bras ECMO assez rapidement par rapport au bras contrôle. Quand on regarde ensuite la prise en charge des patients dans les deux groupes, 90% des patients du bras contrôle ont bénéficié de séances de décubitus ventrale, ce qui fait avec l'essai Proceva les deux cohortes où on a appliqué le plus donc cette procédure. Quasiment tous les patients ont bénéficié de curares. Il y avait plus de patients dans le bras contrôle qui ont nécessité du NO pour hypoxémie importante ou de manœuvre de recrutement. Et à peu près la même proportion de stéroïdes entre les deux groupes. C'est essentiellement des patients qui avaient des stress doses pour choc septique associé. Alors sur le critère principal d'évaluation, donc la mortalité a été 35% dans le bras ECMO, 46% dans le bras contrôle, une différence de 11% en absolu qui n'atteint pas la significativité. Ici, les analyses de Kaplan-Meier montrent un hazard ratio à 0,70 avec un petit p à 0,07. On avait défini aussi un critère secondaire majeur qui était l'échec de traitement, défini comme le décès chez les patients du bras ECMO ou le décès ou la nécessité d'une ECMO de sauvetage chez les patients contrôle. Et donc, il y a 35% des patients ECMO et 57% des patients contrôle qui ont rencontré ce critère secondaire, avec une différence maintenant extrêmement statistiquement significative entre les deux groupes. A posteriori, on a aussi utilisé un autre type d'analyse qui s'appelle le Rank Preserving Circle Time. C'est une analyse qui est relativement récente, utilisée par les biostatisticiens oncologistes dans les études d'onco-hémato, où il y a pas mal de crossover en fait entre les bras, et c'est des modèles statistiques qui permettent de prendre en compte, au moins partiellement,
l'effet du crossover dans ce type d'études. Et avec cette analyse particulière, donc le hazard ratio était à 0,51 et un petit p qui est à 0,055. On est là clairement sur la barre de la significativité. Les autres critères secondaires d'évaluation, la durée moyenne d'ECMO a été de 15 jours, n'était pas différente donc, entre les ECMO de sauvetage et les ECMO standards. Et donc sur cette diapositive donc sont rapportés tous les autres critères secondaires d'évaluation. Et tous ces autres critères, en fait, sont en faveur du bras ECMO. Les patients randomisés dans le bras ECMO ont eu moins de jours avec vasopresseur, moins de jours avec insuffisance cardiaque, avec dialyse, avec insuffisance rénale définie par le SOFA, moins de jours avec DV ou NO. Alors il y a 35%, c'est 28% de la population, presque un tiers, qui a nécessité donc une ECMO de sauvetage pour hypoxémie réfractaire. En gros, c'était une petite semaine après la randomisation. Ces patients, dès la randomisation, étaient plus sévères. Ils avaient une pression de plateau plus élevée, une driving pressure plus élevée et une compliance également qui était diminuée. On avait recueilli les données concernant ces patients dans les 24 heures qui ont précédé l'ECMO de sauvetage et on voit ici qu'ils se dégradent très rapidement en fait dans les 6 dernières heures avec une augmentation exponentielle du score inotrope, du lactate et le rapport PO2 sur FiO2 se dégrade aussi rapidement dans les heures qui précèdent avec un rapport PF qui est à 50 au moment où les patients sont mis en ECMO. Chez ces patients, ces 35 patients, il y en a 9 qui vont faire un arrêt cardiaque avant l'ECMO, 7 vont développer une insuffisance cardiaque droite très sévère et 11 une insuffisance rénale qui va nécessiter la dialyse. Il y a même 7 malades pour lesquels on va être contraint de mettre en place une ECMO véno-artérielle, l'assistance cardiaque et respiratoire, dont 6 sous massage cardiaque, dans ce qu'on appelle en anglais le ECPR. Donc ici est rapportée la mortalité donc, du bras ECMO, 35%, les malades contrôle, tout compris 46%, les malades en crossover, leur mortalité sera bien supérieure à presque 60%, à 57%, et même les patients du bras contrôle qui ne seront pas en crossover, qui par définition une sévérité initiale qui était plus faible, auront une mortalité de 41%, numériquement plus importante que celle observée pour les patients du bras ECMO. Les effets adverses étaient également quelque chose qui était attendu parce que donc, cette technique était historiquement associée à un certain nombre de complications, en particulier hémorragiques, en particulier d'AVC hémorragique. Et on a eu la bonne surprise de constater premièrement que cette fréquence était extrêmement faible. Les AVC étaient présents dans 2% et étaient moins fréquents finalement que dans le bras contrôle. Et en particulier, c'était vrai pour les AVC hémorragiques. Un peu plus de saignements, c'est essentiellement des saignements mineurs au niveau des canules, de l'insertion, du point d'insertion des canules. 14% d'infection, je pense qu'on peut également améliorer ce taux d'infection, en particulier en utilisant par exemple des pansements imprégnés de chlorhexidine et 5% d'hémolyse avec ces systèmes. Donc, ça c'est la conclusion que j'ai présentée la première fois que j'ai présenté les résultats de l'étude à l'ATS en mai dernier, avec la conclusion qu'on peut qualifier d'obligatoire, avec les règles rigoristes de la biostatistique dite fréquentiste, c'est-à-dire on pose une hypothèse et si le petit p par définition est supérieur à 0,05, on ne peut pas conclure à une différence statistiquement significative entre les deux groupes, même si numériquement il y avait un avantage en termes de pourcentage pour l'ECMO et malgré également le fait que presque un tiers des patients du bras contrôle ont bénéficié de l'ECMO et les patients qui étaient extrêmement sévères. Alors, en quelques minutes maintenant, je souhaite discuter avec vous ce pourquoi je pense qu'en fait cette étude apporte beaucoup de réponses à l'utilité de cette technique et peut-être pourquoi on pourrait considérer cette étude en fait comme une étude positive. Quand on regarde premièrement les grands essais dans le SDRA publiés dans les 4-5 dernières années, que ce soit les 2 essais sur la CHEFO ou l'essai ART donc de Marcelo Amato, la mortalité observée dans les bras contrôle de toutes ces études est entre 35 et presque 50% dans l'essai ART ici, avec des études qui avaient initialement des patients à la randomisation qui étaient beaucoup moins graves, avec un rapport PF qui était entre 115 et 120, et même, donc j'ai vu Jean-Christophe tout à l'heure nous a montré les résultats de Burge, avec un rapport PF à 133, initialement on a une mortalité de 33% qui est comparable finalement
à la mortalité du bras ECMO dans Eolia, 35% avec un rapport PF à 70. Quand on regarde maintenant une analyse de sensibilité qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais donc on a fait des hypothèses sur ce qui serait passé si les patients en échec dans le bras contrôle n'avaient pas eu l'ECMO de sauvetage. Et dans cette analyse de sensibilité, la différence en faveur de l'ECMO serait restée significative, statistiquement significative, même si un tiers des patients en échec dans le bras contrôle avaient survécu sans l'ECMO. Quand on voit un petit peu leur niveau de sévérité, ça ne serait probablement pas passé comme ça. Je pense que c'est toujours difficile de faire des hypothèses pronostiques sur les patients en médecine, mais ces 35 patients, peut-être que 2 ou 3 auraient survécu, mais à mon avis, pas beaucoup plus. Quand on regarde maintenant les éditoriaux, il y a pas mal d'éditoriaux et de lettres qui ont été publiés à la suite de la publication d'Eolia. Ça, c'est donc l'éditorial de Jeff Drazen, l'éditeur en chef du New England, et qui conclut son papier sur le fait que toutes les analyses statistiques d'Eolia pointent vers la même conclusion. L'ECMO a probablement un effet positif dans le contexte du TRAS sévère, même si cette étude n'est pas traditionnellement positive, et il souligne le fait que tous les critères secondaires d'évaluation pointent en faveur de l'efficacité de l'ECMO. Et donc, suite à ça, il y a eu donc une réinterprétation des résultats d'Eolia utilisant le modèle bayésien, l'approche bayésienne statistique d'évaluation des résultats d'un essai randomisé. Donc c'est un papier qui a été publié là, il y a quelques semaines à l'occasion de l'ESIGM à Paris, et où donc un modèle bayésien, on les utilise très fréquemment en médecine. Quand on est aux urgences en face d'un malade qui a une suspicion d'embolie pulmonaire, on applique le théorème de Bayes tous les jours. On calcule une probabilité pré-test, qui est par exemple le score de Genève pour ce malade qui a une suspicion d'embolie pulmonaire. On a un test, qui est les dédimères, dont on connaît un certain nombre de caractéristiques spécifiques, et qui va permettre de calculer une probabilité a posteriori que le malade ait ou pas une embolie pulmonaire, donc une probabilité dite post-test. Et on a appliqué ces probabilités bayésiennes à l'étude Eolia en calculant ou faisant l'hypothèse de probabilité pré-test basée sur des données scientifiques, des méta-analyses publiées sur le sujet, ou bien sur ce que serait le ressenti ou l'approche de l'efficacité de l'ECMO d'un docteur qui aurait vis-à-vis de l'ECMO soit donc un ressenti extrêmement enthousiaste ou extrêmement sceptique vis-à-vis de l'efficacité de l'ECMO chez ces patients ultra-sévères. Donc en faisant varier ces hypothèses en termes de probabilité pré-test, en utilisant Eolia comme le test, la probabilité bayésienne permet de déterminer une probabilité a posteriori d'efficacité de la technique, et la probabilité que l'ECMO sauve des vies dans l'ultra sévère, en fonction de ces probabilités pré-test, entre les très sceptiques et les très optimistes, elle est entre 88 et 99%, donc une probabilité qui est très élevée. D'ailleurs, et Derek Angus concluait son éditorial, c'est même plus la peine de se poser la question de savoir si l'ECMO marche ou pas dans cette indication. Maintenant, la question elle est résolue, il faut probablement essayer de sélectionner les malades, voir quel est le bénéfice en termes de réduction de mortalité, chez quel patient et à quel coût. Voilà, on aura aussi dans les mois qui viennent des méta-analyses. Il y a une méta-analyse sur données agrégées qui va être publiée dans les semaines qui viennent, et on travaille sur la méta-analyse sur données individuelles avec les Anglais et les César. Également, j'espère qu'on pourra publier ces résultats dans les mois qui viennent. Voilà, dernière diapo, une invitation au mois de juin à Paris pour notre congrès ECMO et techniques d'assistance cardiaque et respiratoire. Je vous remercie.